Pour justifier son identité au niveau national ou à l'étranger, l'électeur produit la carte nationale d'identité du Burkina Faso ou le passeport ordinaire, tous en cours de validité. Voilà l'article du Code électoral qui exclut la carte consulaire comme document autorisant à participer aux élections en 2020. Et c'est la raison pour laquelle l'opposition rejette ce Code électoral. L'opposition qui estime que c'est un texte qui exclut des milliers de Burkinabés du scrutin, une attitude qualifiée de fuite en avant et de fuite de responsabilité par la majorité. Eh bien, ce soir, nous ouvrons le débat sur le nouveau code électoral adopté hier à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale. Pour ouvrir ce débat, nous avons autour de cette table deux invités, deux députés, l'un de l'opposition et l'autre de la majorité que je m'en vais vous présenter. À ma droite, l'honorable Zerbo Moussa, député de l'UPC. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Et puis, à ma gauche, c'est Joseph Sama, député du MPP, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, la majorité au pouvoir. Bonsoir, Joseph Sama. Bonsoir. Merci d'être venu nous apporter encore plus d'explications sur ce nouveau code électoral et nous expliquer la position de votre famille politique. Avant de poursuivre le débat, tout de suite, je vous propose de suivre cet élément sur l'atmosphère qui a entouré l'adoption de la loi à l'Assemblée nationale hier. À l'Assemblée nationale ce 30 juillet, une présence accentuée des forces de sécurité. À l'intérieur de l'hémicycle, les députés s'apprêtent à voter le nouveau code électoral. À l'extérieur, une ambiance toute particulière. Des personnes se réclamant d'acteurs de la société civile disent être venus apporter leur soutien au vote de la loi. Ma présence ce matin ici, c'est pour venir encourager les députés à voter oui, puisque les Burkinabés de l'étranger puissent utiliser leur CNIB ou leur passeport pour entrer au vote en 2020. Et justement, c'est le maintien de ces deux documents comme unique pièce de vote des Burkinabés de l'extérieur qui pousse les députés de l'opposition à quitter l'hémicycle. Nous sommes tout simplement sortis pour marquer notre désapprobation, pour dire, même si on restait, on votait non. Mais à quoi ça sert? Nous avons estimé qu'on n'avait même pas notre place là-bas. Pour le président de l'Assemblée nationale, il s'agit d'une fuite de responsabilité. Qu'à cela ne tienne, la loi est votée par les députés de la majorité et ceux de l'UPC-RD. Le nouveau code qui vient d'être adopté apporte des modifications à 12 articles du code électoral. En 2020 donc, les Burkinabés de la diaspora ne pourront s'inscrire sur la liste électorale et voter qu'avec la carte nationale d'identité et le passeport. La carte consulaire ne serait pas fiable selon le gouvernement. La carte consulaire, ce n'est pas un document carte nationale d'identité burkinabé. C'est un document d'identification. C'est ça la différence. Le document d'identification dit quoi? Le document d'identification dit quoi? Telle personne qui a été devant moi, là, c'est la personne. Au moins, la photo, c'est lui. Donc, les informations... Mais ça ne me dit pas qu'il est burkinabé. Parce que le document qu'il a utilisé, je ne sais même pas. Ça peut être même... Je prends un cas, comme Koné, qui est assis ici. Mais si vous avez un acte de naissance en Côte d'Ivoire là-bas, vous dites que vous êtes Koné. Moi, la question de savoir, c'est Koné d'où? Ou bien Ouattara aussi, le cas de Ouattara, voilà. Ouais. Il n'y a que les Burkinabés de la Côte d'Ivoire et ceux du Gabon qui détiennent la carte consulaire biométrique. Selon le gouvernement, il serait donc injuste de leur permettre de voter avec la carte consulaire et exiger la carte nationale d'identité et le passeport aux autres Burkinabés de la diaspora. Mais l'opposition ne l'entend pas de cette oreille. Mettre en doute même la crédibilité de la carte consulaire cause un problème. D'autant plus que c'est mentionné au verso que cette carte-là tient lieu et place de CNIB pour nos compatriotes à l'étranger. L'autre disposition du code électoral attaquée par l'opposition, c'est la limitation des lieux de vote aux ambassades et aux consulats généraux. Elle y voit une manœuvre d'exclusion de millions de Burkinabés de la diaspora aux élections de 2020. Bien que le nouveau code électoral ait été adopté, l'opposition prévoit des actions dans les jours à venir pour exprimer sa désapprobation. Voilà, retour sur ce plateau pour débuter cette émission spéciale consacrée, je vous le disais, au nouveau code électoral adopté hier à l'Assemblée nationale. Zerbo Moussa, nous venons de suivre l'élément tout à l'heure ensemble. On a vu les députés de l'opposition
quitter la salle de l'hémicycle pour ne pas participer au vote. Est-ce que vous pensez que la politique de la chaise vide est une solution? Bien, merci. Ici, il ne s'agit aucunement d'une politique de la chaise vide. Si vous étiez à l'hémicycle, vous aurez compris que les députés que nous sommes de l'opposition avons pris part de bout en bout à tout le processus. Il s'agit, moi-même j'étais rapporteur de ce dossier au compte de ma commission, j'ai livré intégralement le rapport pendant la plénière. Également, mon groupe parlementaire, à travers toute l'opposition, a eu à poser des séries de questions au gouvernement après que le rapporteur général ait présenté justement le dossier. Maintenant, pour ce qui est du débat général, nous l'avons mené pour donner notre position. Maintenant, il s'agissait de passer à la phase des votes. Et c'est là, nos trois groupes parlementaires, que sont l'UPC, le CDP et le PJRN, ont fait une déclaration commune pour dire que nous n'étions pas favorables au vote de cette loi. Et par conséquent, nous n'allons pas être témoins ou encore complices d'une telle forfaiture. Nous avons purement et simplement quitté la salle. Si on avait opté de ne même pas venir à l'Assemblée, ne même pas mener des débats, ne pas donner notre position, dans ce cas de figure, on pourrait dire qu'on a utilisé la politique de la chaise vide. Pourtant, il ne s'agit pas de ce cas. Pourtant, au moment où on procédait au vote, le constat est que les chaises de l'opposition étaient vides. Nous avons fait une déclaration avant de quitter la salle. Nous avons dit que nous n'allons pas être témoins de cela. Mais dire qu'on a fait une politique de chaises vides, cela voudrait dire que nous avons boycotté tout le processus. Nous avons dit tout simplement non. Nous n'avons pas boycotté tout le processus. C'est une forme de protestation que nous avons en notre possession pour dire non, et nous sommes allés de la salle. Alors, Joseph Sama, comment est-ce que vous qualifiez cette forme de protestation-là que Zerbo Moussa vient de décrire? Oh, je pense que je n'ai plus besoin de revenir sur cette forme de protestation, puisque cela a été dit hier, c'est une fuite en avant. Et vraiment, c'est un manque de responsabilité. Il a dit tout à l'heure qu'ils n'ont pas pratiqué la politique de la chaise vide, mais ils n'ont pas voté. En fait, c'est ce que nous voulons. Ils n'ont pas voté et ils le savent bien. Si vous ne votez pas, en fait, la loi a été votée à l'unanimité. Finalement, qui perd? Ils ont appliqué la politique de la chaise vide et la loi a été votée à l'unanimité des députés qui étaient présents. Maintenant, je voudrais revenir aussi un peu sur ce qui a été dit tout à l'heure dans votre reportage. Et toujours le même honorable Zerbo a dit que le gouvernement décrédibilise la carte consulaire. Il n'est nullement question de décrédibiliser la carte consulaire ici. La carte... Nous allons venir sur la carte consulaire tout à l'heure. Nous parlons de la forme pour le moment. Donc, Zerbo Moussa, vous auriez pu rester, vous les députés de l'opposition, dans la salle et puis voter tout simplement non. C'est le jeu de la démocratie. Oui, de toute façon, notre sortie revient à la même chose. Dans la mesure où il a bien dit, ils ont voté à l'unanimité des députés présents. Ça change quoi fondamentalement? À l'unanimité, nous n'avons pas... Si ça ne changeait rien, vous auriez pu rester et voter non. Non, de toute façon, mais la forme de protestation, voilà que ça vous cause un problème. Auquel cas, vous n'aurez pas qualifié ça de fuite en avant ou quoi. C'est notre responsabilité. Nous avons décidé de ne pas être témoins d'une situation que nous ne cautionnons pas. Moi, je ne pense pas que cela puisse causer un problème aux majorités des députés qui ont voté et à l'ensemble du peuple burkinabé qui a suivi le vote. La preuve est que la loi a bel et bien été votée. Alors, l'opposition vous taxe, vous les députés de la majorité, d'avoir effectué un forcing sur ce cas-là aussi. Mais en quoi c'est un forcing? Dites-moi en quoi. Et voter une loi après le départ de certains députés qui refusent d'exercer le droit de vote est un forcing. Peut-être parce qu'habituellement, c'est un consensus qui réglait les problèmes au niveau du code électoral. C'est un consensus, je suis d'accord, mais ici, quand il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Et c'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Effectivement, quand il n'y a pas de consensus, on passe au vote.
Et c'est ça les règles de l'Assemblée nationale. Pourquoi ils n'ont pas voulu voter après le manque de consensus? Je pense que dans ce cas de figure, de mémoire d'homme, nous avons toujours constaté que c'est le consensus qui a toujours prévalu autour du code électoral lorsque nous voulons avoir des élections saines, transparentes, où on n'aura vraiment pas de tiraillement. Ce qui est sûr, à l'image de la relecture de notre constitution de la Ve République, je pense que le principe de base a été que tout ce qui ne fera pas l'objet de consensus reste en l'état. Et je crois que la loi numéro 05/2015 CNT, qui nous a légué ce code électoral, avait bel et bien encadré ces 3 documents et ça figure bel et bien dans ce code électoral. Maintenant, lorsque ça ne fait pas l'objet de consensus, nous pensons qu'à l'image de la lecture de la Constitution, on aurait pu s'en tenir au fait qu'il n'y a pas eu de consensus. Donc, la loi initiale qui a été assortie en 2015 restait en l'état. Pourquoi maintenant, de façon unilatérale, le gouvernement peut décider de retirer un élément et vouloir, dans ces conditions, qu'il y ait consensus autour de cela? C'est en cela il y a un forcing. Je voudrais rappeler c'est en cela il y a le forcing qui est en réalité une remise en cause des acquis aussi de l'insurrection. Puisque si c'est la loi CNT, sous le CNT que cela a été édicté. Voilà. Maintenant, pourquoi vous retirez cette Je voudrais rappeler à l'honorable Zerbo que l'UPC, le groupe parlementaire UPC, a eu à faire des propositions de modification, en fait, dont nous avons tenu compte. Vous ne pouvez pas le nier, vous étiez, et pendant les travaux en commission, vous avez vu que nous avons pris en compte la plupart de vos propositions au niveau de cette loi. Oui ou non, nous en avons pris compte. Mais vous, quand même, vous aussi, vous parlez de consensus. Souffrez aussi au moins que nous aussi, nous ayons aussi des partis sur lesquels aussi vous vouliez aussi, vous acceptez aussi faire un consensus. Le consensus, c'est que chacun fait un pas en avant et pas tout le temps l'autre. Voilà, le débat a été mené à un autre niveau, plus haut que tout. Je rappelle que sur ce sujet, il y a eu plusieurs rencontres entre le chef de l'État et l'opposition pour qu'il y ait un consensus. Cela n'a abouti à rien. Zerbo Moussa, est-ce que ici on peut parler, de forcing? Est-ce qu'on peut parler de forcing quand toutes les règles démocratiques ont été respectées jusqu'à l'adoption de cette loi? Est-ce qu'il y a un forcing? Il y a un forcing. Il y a un forcing en ce sens que, comme vous-même vous l'avez dit, le CEFOP a rencontré par 2 fois de suite le chef de l'État. Il n'y a pas eu d'accord sur le point. Et au niveau des commissions aussi, je vous rappelle que la CENI, elle-même en tant qu'organisatrice de ces élections de façon pratique, a transmis ses propositions au gouvernement qui ressortaient bel et bien ces 3 pièces. La CENI elle-même a estimé que la carte consulaire, et c'est ce qui a amené justement certains commissaires de la CENI à faire une déclaration et à ressortir exactement le rapport qu'ils ont fourni. Pourquoi la CENI, qui a en charge même l'organisation des élections, n'a pas trouvé de problème autour de la carte consulaire? Et c'est le gouvernement qui trouvera un problème à cela. Dire que nous avons eu des consensus sur certains points, ça ce sont sur des questions de réaménagement, de formulation et autres à l'intérieur. Mais le fondement, c'est l'article 52, sur quoi tout le monde était focalisé. Mais dire aujourd'hui qu'il n'y a pas, on a cherché le consensus, le gouvernement même n'est même pas allé dans le sens de la recherche de consensus. Sinon, auquel cas, avec le chef de file de l'opposition et sa délégation, ils auraient trouvé un consensus. Oui, bon, vraiment, je pense que... Okay. Nous allons progresser et arriver au point central, au point essentiel qui cristallise toutes les attentions. C'est le problème qui concerne la carte consulaire. La carte consulaire qui a été retirée des pièces autorisant les Burkinabés à participer au vote. Et ici, il a été posé un problème de crédibilité. Alors, Joseph Sama, pourquoi, au niveau de la majorité, vous estimez que la carte consulaire n'est pas assez fiable pour permettre à un Burkinabé de participer au vote en 2020? Je viens de dire tout à l'heure que nous n'avons pas dit que la carte consulaire n'est pas fiable.
Maintenant, elle n'est pas un élément retenu pour ce qui concerne les documents de votation. Sinon, la carte consulaire, elle est fiable. Je ne mets pas en cause la fiabilité de la carte consulaire. Maintenant, la carte consulaire est donc fiable pour déterminer l'identité d'un Burkinabé vivant à l'étranger. La carte consulaire, elle est fiable, comme l'a dit tout à l'heure dans le reportage le ministre, pour déterminer l'identité d'un Burkinabé vivant à l'étranger, si vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qui nous amène à mettre de côté la carte consulaire? Il y a deux aspects essentiels. Allez-y. D'abord, il est bien dit que tous les Burkinabés vivant à l'extérieur ne disposent pas de la carte consulaire biométrique. Tous les Burkinabés vivant à l'extérieur. Il n'y a, comme cela a été dit, que les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et au Gabon qui détiennent la carte consulaire biométrique. Comment voulez-vous que l'on dise à un certain nombre de Burkinabés vivant à l'extérieur, votez avec votre carte consulaire et amenez votre carte consulaire comme document de votation et dire à une autre partie de Burkinabés et n'amenez pas la carte consulaire, venez avec d'autres pièces, notamment la carte nationale d'identité ou le passeport. Je pense que c'est là, vraiment, c'est là justement faire de l'exclusion. L'autre point, parlant maintenant de la fiabilité. Je dis qu'on ne remet pas la fiabilité de la carte consulaire en doute, mais seulement la carte consulaire ne suffit pas pour décliner son appartenance à notre chère patrie qui est le Burkina Faso. Ça ne suffit pas. Vous savez, pour établir une carte consulaire, on ne demande pas un certificat de nationalité. On ne demande pas un certificat de nationalité pour établir une carte consulaire. Si vous avez votre extrait date de naissance, cela suffit pour établir une carte consulaire. Si vous avez votre CNIB, cela suffit aussi pour établir une carte consulaire. Mais on ne demande pas un certificat de nationalité. Comment voulez-vous que le vote de notre président, qui est quand même assez important, on puisse quand même, on n'ait pas un droit de regard quand même sur la nationalité des gens qui vont élire notre président. Je pense quand même que là, c'est un peu trop poussé. Et je voudrais faire un rappel à l'honorable Zerbo que en 2013, quand on parlait justement de cette carte, ils étaient encore de ceux qui étaient pour qu'on écarte la carte consulaire. Parce que c'est eux qui disaient qu'elle n'était pas fiable. Mais nous n'avons jamais mis en doute la fiabilité de la carte consulaire. Votre réponse sur cette question, très la bien. fiabilité de la carte consulaire. Merci bien. Ce que je tiens à dire, c'est cette duplicité et cette ambiguïté dans les réponses données par le pouvoir en place. Un ministre, il y a quelle ambiguïté je vous dans me ce que laissez j'ai dit? terminer, Attendez s'il qu'il vous finisse. plaît. Attendez qu'il Je ne finisse. vous ai pas interrompu. De grâce, vous me laissez développer mon argumentaire. J'ai la Parce que parole. ce que je disais n'était pas ambigu. Attendez qu'il donne sa réponse. Je ne parle pas de vous. Allez-y. Je parle du pouvoir en place dans votre langage ambigu. Rien que hier, sur ce même plateau ici à BF1, je crois qu'il y a un ministre qui était là, qui a dit que la carte consulaire était un identifiant. C'était le ministre de la Sécurité. Le ministre de la Souleymane Sécurité Sawadogo, qui disait ça. vice-président du MPP. J'étais sur un autre plateau cet après-midi, un autre député disait autre chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Autre chose. Il faut dire ce qu'il a dit. Oui, il a dit tout simplement que la carte consulaire biométrique en question n'était pas une pièce qui permettait, comme vous venez de le répéter tantôt, qui permettait de savoir qui est burkinabé, qui ne l'est pas. Nous disons que c'est très dangereux. Non. Mais où se trouve l'ambiguïté? L'ambiguïté, là, c'est qu'il y a des moments où vous avez tendance à dire que ce n'est pas une pièce qui tient lieu, à la limite, pour identifier un burkinabé. Et tantôt, vous dites que ça sert tout simplement pour dire que l'individu qui est devant vous, c'est lui qui est là. C'est la question de la nationalité que je suis en train de poser ici. Il s'agit plus précisément de quoi? Lorsque des mandataires assermentés par un pays vont s'installer sur un territoire avec l'autorisation de leur pays d'origine, délivrent des pièces, des cartes et mentionner au verso
que cette pièce tient lieu de CNIB pour ces derniers. Je vous interromps, nos téléspectateurs peuvent voir, nous avons l'image du verso où c'est écrit, recommandation, vous pouvez le lire, la présente carte délivrée aux résidents en Côte d'Ivoire tient lieu des cartes d'identité burkinabé. C'est le verso d'une carte consulaire d'un résident en Côte d'Ivoire. C'est du français, ce n'est pas écrit en anglais ni en chinois. Il n'y a pas d'interprétation possible, s'il vous plaît. C'est assez clair, c'est des éléments palpables, il ne faut pas parler dans le vide. Lorsque le ministre d'État en 2016, Simon Compaoré, a écrit effectivement, je vous rappelle que le 20 octobre 2017, l'ambassadeur, notre ambassadeur, plus les consuls se sont réunis et ils ont adressé un écrit. L'ambassadeur d'où? De la Côte d'Ivoire, du Burkina en Côte d'Ivoire, Zongo, a adressé un écrit à l'État ivoirien pour leur dire que c'est cette pièce qui était fiable et c'est cette pièce-là qui tenait lieu de pièce pour les Burkinabés de l'étranger. Et je vous informe que c'est avec cette même pièce que nos compatriotes effectuent leurs opérations bancaires, tout ce qu'il y a en Côte d'Ivoire. Vous arrivez avec votre CNIB, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez même pas acheter une puce de téléphonie mobile parce que ce n'est pas reconnu en Côte d'Ivoire. Encore, je reviens sur un aspect. Lorsque vous dites qu'une carte est biométrique, notre CNIB au plan national est biométrique. Qu'est-ce que vous voulez? Et c'est vous encore qui avez délivré ces pièces-là. Pour revenir à notre mémorandum, puisque vous faites cas de notre mémorandum en 2013, qui disait, dans un premier temps, nous avons dénoncé le coût exorbitant de la délivrance de ces cartes consulaires qui étaient autour de 7 000, 7 500. Et le deuxième aspect, nous avons posé le problème de la fiabilité. En ce temps, vous étiez de l'autre côté, vous avez défendu bec et ongle pour dire que cette pièce, effectivement, était valable et que c'était fiable. Nous, on a émis des doutes. Mais je vous assure que le ministre nous a convaincus en nous disant que la biométrie, par principe, on ne pouvait pas avoir deux identifiants pour un seul individu. Est-ce que nous sommes revenus encore sur la question de la fiabilité? Pour nous, la carte consulaire biométrique est bien fiable et il y a eu 985 000 cartes biométriques émises. Et il n'y a que 5 000 sur ces 985 000 cartes émises là qui ne sont pas biométriques. Donc, vous parlez du cas de la Côte d'Ivoire. Le cas de la Côte d'Ivoire et le Gabon. Il y a 985 000 cartes et 5 000 cartes ne sont pas biométriques. Donc, nous ne pouvons pas comprendre. Sur la base de 5 000 cartes non biométriques, vous savez comment régulariser cette situation pour permettre à nos compatriotes, justement, de prendre part pleinement aux élections. Alors, donc, c'est pour dire que nous l'avons dit en son temps parce que nous ne faisions pas confiance. En ce temps-là, il n'y avait pas de MPP. C'est vous, avec vos alliés d'hier, qui avez défendu corps et âme. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous fait peur? Quelle est la panique à remettre en cause votre pièce que vous avez défendue plus bien qu'hier et vous revenez aujourd'hui encore pour défendre cela? Je ne comprends pas. Parce qu'il dit c'est vous et il parle de 2013. Il a bien dit qu'il n'y avait pas de MPP. Mais vous étiez où en son temps? Vous étiez au CDP. Moi j'étais au CDP. Non, je ne dis pas, je parle du pouvoir en place. Non, ne personnalisons pas le débat. Je ne suis pas. Quand je dis vous, quand je dis vous, ne comprenez pas vous, monsieur Sama. Il s'agit de vous en tant que parti au pouvoir. Mais le parti au pouvoir n'est pas composé que des anciens du CDP. C'est ça, c'est vous qui me dites ça. Mais sinon, juste de la tête jusqu'au ministre, nous savons que ce sont les transfuges. Ce sont les transfuges du CDP. Alors, maintenant, moi je voudrais revenir. Attendez qu'il réponde à votre argumentation. Allez-y. Je voudrais revenir sur ce que vous avez diffusé tout à l'heure. Effectivement, la carte, comme vous l'avez dit, elle est considérée comme une CNIB en Côte d'Ivoire, mais elle n'est même pas valable ici. Est-ce que vous pouvez venir avec votre carte consulaire et puis vous prévaloir de cette carte-là ici? Non, allez-y. Elle n'est pas valable. Et maintenant, j'ai bien dit que nous ne mettons pas en doute la fiabilité de la carte consulaire, mais ce n'est pas un document qui permet
de prouver votre appartenance au Burkina Faso. Je reviens volontairement à l'acte. Avant de continuer, vous dites que... attendez, une question. Oui. Vous dites que la carte consulaire ne permet pas à son détenteur de prouver qu'il appartient au Burkina Faso. Oui. Si je prends un individu X... Sa nationalité. Sa nationalité, Oui. voilà. Si je prends un individu X, par exemple, l'individu dont on a montré la carte consulaire tout à l'heure au verso, il n'est donc pas prouvé que cet individu a la nationalité burkinabé. C'est ce que vous dites. En Côte d'Ivoire, il n'y a aucun problème. Mais au Burkina Faso, ici, il peut avoir problème. Et c'est ce que je voulais... Il peut être burkinabé en Côte d'Ivoire et ne pas être burkinabé au Burkina. Laissez-moi continuer, s'il vous plaît, pour mieux m'expliquer. Parce que quand j'ai parlé tout à l'heure, vous m'avez coupé. Ok, allez-y. Pour revenir justement à l'article 52 là, vous savez, il n'y a pas que la carte consulaire qui a été mise de côté. Il y a aussi l'extrait de naissance. De naissance. Tout à fait. Et on ne parle même pas du tout, le fait que l'on mette de côté l'extrait d'acte de naissance, ça n'émeut personne. Mais vous me direz bien sûr que l'extrait d'acte de naissance n'est pas un document biométrique. Mais c'est quand même un document de base aussi qui permet quand même d'établir les autres documents pour aller jusqu'au document biométrique. Mais quand on se focalise rien que sur la carte biométrique et on met de côté l'extrait d'acte de naissance, vous savez, l'extrait d'acte de naissance, quand vous voulez faire votre certificat de nationalité, l'extrait d'acte de naissance ne suffit pas. Il vous faut d'autres documents pour établir votre certificat de nationalité. C'est comme la carte biométrique, je l'ai dit tout à l'heure. Pour faire la carte biométrique, on ne demande pas le certificat national. On ne demande pas oui? Oui, allez-y. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais terminer, est-ce qu'aujourd'hui ce débat autour de la carte consulaire ne pose pas la question de la crédibilité de ce document? Zerbo Moussa. Très bien, parce que je voudrais d'abord rectifier quelque chose. Lorsque l'honorable parle de l'acte de naissance qui n'émeut personne, il y avait 12 éléments qui servaient de vote chez nous au Burkina. Nous avons tous déploré ce pléthore de documents qui servaient au vote. D'où la nécessité de revenir à 3 documents. Il y avait les carnets de famille, cartes de mariage, et il y avait plein de documents qui servaient au vote. On a dit, face à cette multiplicité de documents, il fallait réduire drastiquement. Et c'est ce qui nous a amené aux 3 documents avec le CNT. Maintenant, la question que nous nous posons, aujourd'hui, tel que vous le dites, et je pense que c'est là tout le danger que nous sommes en train de faire porter à nos compatriotes à l'étranger. Lorsque une autorité qui a émis des documents et que des ambassadeurs dans un pays voisin se soient réunis et écrire à ce pays pour dire « vous reconnaîtrez pour document officiel ce document » et leur pays d'origine vient à dire que cette pièce ne permet pas d'identifier, ne prouve rien. Vous voyez ce que vous faites. Si demain, je dis pour des besoins politiciens et des besoins électoralistes, vous prenez de telles positions, et si demain, les pays hôtes décident, votre pays même met en doute vos documents. Ils disent que ce n'est pas reconnu chez vous, ça ne permet pas de savoir que vous êtes burkinabé. Carte consulaire d'identité burkinabé, et vous dites que le détenteur n'est pas burkinabé. Il y a véritablement un problème ici. Parce que vous êtes en train d'envoyer en pâture nos compatriotes de l'étranger. Je termine ce que j'ai dit. Oui, c'est ce que je n'ai pas dit que le détenteur n'est pas burkinabé. Et c'est sur ça que tu te bases. Oui, j'ai dit que le détenteur de cette pièce, ça ne lui permet pas de prouver sa nationalité. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas burkinabé. Il peut être burkinabé, mais ce n'est pas suffisant pour prouver sa nationalité. C'est ce que j'ai dit. Mais ne me dis pas que je dis qu'il n'est pas burkinabé. Non, quand vous dites que ça ne prouve pas que la personne est burkinabé, nous, ça nous cause un problème. Qui lui a délivré cette pièce-là? Sur quelle base a-t-on accepté de lui délivrer cette pièce-là? Il ne faut pas jouer sur les jeux de mots. Non, ce n'est pas jouer sur les jeux de mots. Que la personne n'est pas burkinabé et puis la personne... ça ne permet pas de prouver sa nationalité. Je peux terminer? Ça fait 2. Je dis s'il me permet que je puisse terminer. Allez-y. Voilà, donc je disais tantôt que dire que le détenteur de cette carte-là n'est pas
est burkinabé ou bien est burkinabé là, ne relève pas du détenteur de la carte. C'est celui qui délivre. Et c'est le mandataire assermenté par le Burkina Faso qui est, en l'occurrence, l'ambassadeur qui délivre ces pièces-là, qui est fautif dans ce cas de figure. Maintenant, ne nous dites pas que cette carte consulaire-là n'a pas de valeur au Burkina ici. Si vous le dites, nous pensons que c'est un jeu très très dangereux. Nous avons dit, ne dites pas cela, parce que c'est très dangereux. Nous sommes assis sur le plateau de BF1. On est suivi partout à travers le monde. Nos compatriotes burkinabés, vous imaginez la frustration que vous leur donnez. Écoutez, en utilisant... Ne me mettez pas en conflit avec nos frères burkinabés. Non, je te sais pour ça. Et pour te dire, il y a beaucoup même, ce n'est même pas évident que les burkinabés de l'extérieur soient fiers de ce débat-là. C'est ce débat-là. Peut-être même qu'il y a la plupart des burkinabés ne sont pas, à l'extérieur, ne sont pas fiers du débat qui est en train de se mener autour de la carte consulaire. Je n'en suis pas certain. Mais je vais vous rappeler que j'ai suivi rien qu'hier, à la faveur du TAC, un reportage sur nos compatriotes de l'extérieur. Un vibrant appel a été lancé depuis Abidjan par les différentes associations. Ce n'est pas nous qui avons fait le reportage. Je peux vous donner après en off. Je ne vais pas faire de la publicité d'une télé. Et les éléments, vous pourrez les avoir à portée de main. Et vous-même, vous allez écouter nos compatriotes, notamment de la Côte d'Ivoire, qui ont dit ceci. Comme vous dites, notamment de la Côte d'Ivoire. Ils lancent un appel solennel au président de la République du Burkina Faso de ne pas les exclure de ces élections parce qu'ils n'ont autre document que la carte consulaire. Un micro-trottoir a été organisé à cet effet en Côte d'Ivoire. Tout de suite, où nos compatriotes du Gabon également, nous avons reçu, vous voyez sur la toile, beaucoup d'écrits venant pour demander à nos autorités de ne pas les exclure. Parce que c'est une forme d'exclusion. J'ai fait justement le C'est rapprochement. une forme d'exclusion de nos compatriotes. J'ai fait exactement le rapprochement avec l'extrait d'acte de naissance pour prendre le contre-pied de ce que vous venez de dire. Parce que je vous voyais venir. Vous voyez, au Burkina ici, il y a combien de Burkinabés qui n'ont pas de CNIB? Ils sont nombreux. Ils sont même peut-être plus nombreux que ceux pour lesquels vous êtes en train de plaider. Il y a certainement certains aussi qui n'ont même pas d'extrait d'acte de naissance. On se préoccupe beaucoup des Burkinabés de l'étranger et on oublie ceux qui sont à l'intérieur. Il y a combien au Burkina qui n'ont pas de carte d'identité? C'est plus facile pour eux de l'obtenir par rapport à quelqu'un qui se trouvait dans un autre pays. Nous allons progresser. Oui. Vous disiez tout à l'heure que le chef de l'État avait promis aux Burkinabés vivant à l'étranger qu'ils allaient participer au vote en 2020. Eh bien, il n'a pas changé de parole. Les Burkinabés de l'extérieur vont effectivement participer au vote en 2020. Seulement, les conditions pour eux qui les autorisent à participer à ce vote sont claires. La carte consulaire ne fait pas partie des documents autorisant ces Burkinabés de l'extérieur à participer au vote. La loi est passée, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment faire pour que ces Burkinabés vivant à l'extérieur puissent avoir une carte nationale d'identité avant le vote en 2020. Est-ce qu'il ne serait pas plus logique pour vous, de l'opposition, de faire de telle sorte que vos militants ou bien les Burkinabés de l'extérieur puissent avoir la carte nationale d'identité burkinabé? On est en 2018, 2 ans pour une carte nationale d'identité burkinabé, c'est largement suffisant. Bien, je vous signale au passage que ce projet de loi qui est même passé, son opérationnalisation au niveau de la CENI est fixée au 1er janvier 2020. Est-ce que vous comprenez? Dans les travaux en commission, il est là, il est témoin, j'ai été porteur de cette question. Nous avons proposé, pour permettre à la CENI aussi d'être opérationnelle et techniquement avant prêt. De continuer, vous dites que son opérationnalisation est prévue pour 2020. Est-ce que ça veut dire qu'avant cette date-là, on ne peut pas faire de carte nationale d'identité pour les Burkinabés vivant à l'extérieur? Si la CENI doit rentrer en jeu, c'est de ça que je parle. Je ne parle pas de l'établissement. L'opérationnalisation pour l'établissement des CNIB n'est pas forcément de prérogative de l'opposition, ni de... S'il y a un service commis à cette tâche, si dans notre pays,
le souci qui a prévalu à l'établissement des cartes consulaires pour nos Burkinabés de l'étranger sur l'état du gouvernement du Burkina Faso décide que les Burkinabés de l'étranger aient ces pièces-là libres à eux. Ils peuvent entreprendre des démarches pour permettre à ces Burkinabés d'avoir leur CNIB. Maintenant, ce que moi je dis, pourquoi la CENI a tenu à ce que la loi puisse être votée tout de suite? Ils avaient préconisé en mars, question de leur donner suffisamment de temps de pouvoir mettre le processus en marche. Malheureusement, on est en juillet, la loi est arrivée, adoptée, mais l'opérationnalisation quand même est maintenue dans la loi pour le 1er janvier 2020. Au lieu qu'on puisse commencer immédiatement pour permettre à la CENI de se déployer. La question que je pose, c'est est-ce que à partir de maintenant, les Burkinabés vivant à l'extérieur peuvent se faire confectionner des cartes nationales d'identité pour leur permettre de participer au vote en 2020? Est-ce que 2 ans, ce n'est pas largement suffisant? Techniquement, c'est difficile. Techniquement, c'est difficile. Quelles sont les difficultés? Les difficultés, c'est les conditions même d'acquisition de ces documents-là. Vous allez dans la loi. Quelles sont les conditions qui ont été posées? Les conditions ont été durcies de sorte, puisque le Burkinabé, je m'explique. Il faut les citer. Je dis j'arrive. Oui, les conditions ont été durcies. Mais cite-les. Oui, j'arrive. Ok. Voilà, justement, il a été dit que pour pouvoir bénéficier de cela, il faut d'abord prouver que vous appartenez à un pays donné. C'est ça, le premier élément qui a été dit. Nous nous trouvons, oui, là, vous êtes identifié, immatriculé dans une ambassade. Pour le Burkinabé à l'étranger, puisque le Burkinabé né au Burkina et qui vit à l'étranger n'a pas les mêmes conditions qu'un Burkinabé né à l'étranger. Pour l'obtention du certificat de nationalité burkinabé, je prends un exemple, terre à terre, demandez à un Burkinabé qui se trouve, je ne sais pas, à l'autre bout du monde, de venir. Peut-être il y en a qui sont nés là-bas, ils n'ont même pas eu peut-être directement de contact, mais ils n'ont que les papiers de leur pays, ils n'ont que ça. Et on leur dit de venir trouver l'acte de naissance de leur grand-père qu'ils n'ont pas connu. Vous voyez comment est-ce qu'on rend la tâche difficile? Est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur les conditions pour qu'un Burkinabé vivant à l'extérieur puisse obtenir sa carte nationale d'identité? C'est ce que je suis en train de vous dire. La loi est claire là-dessus. La loi dit un Burkinabé qui est né à l'extérieur doit prouver d'abord à travers son ambassade, il a été demandé, comment on appelle ça, un certificat de résidence. Il leur a été demandé ça. La résidence, immatriculée à l'ambassade et pouvoir aussi prouver son appartenance au pays d'origine en fournissant le certificat de nationalité burkinabé. Est-ce que vous pensez que techniquement, pour quelqu'un qui se trouve à des centaines de kilomètres d'ici, vous leur demandez de venir. Ne sont pas demandés, honorable. Pour la CNIB, quand même. Non, répartez dans le texte. Vous avez le texte devant vous? Oui, vous l'avez également. Moi, je n'ai fait que donner le contenu. Oui, mais donner le contenu... C'est ce que j'ai donné. Oui. Oui. Non. Mais comme vous doutez, si vous doutez, non, je vous invite à vérifier. Puisque vous n'avez pas regardé le texte. Je n'ai pas regardé, mais puisque j'ai travaillé en commission. Ok, donc moi aussi j'ai travaillé en commission. Voilà. Je donne le texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur les différentes pièces à fournir pour un Burkinabé vivant à l'extérieur, vivant à l'étranger, qui veut se faire confectionner une carte nationale d'identité? Par exemple, M. Zongo vit en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de carte nationale d'identité. Il veut participer au vote en 2020. Il se rend au Burkina pour se faire confectionner une carte nationale d'identité. Quelles sont les pièces qu'il doit fournir? Quel est le processus? C'est là la question maintenant. Le gouvernement même, nous l'avons interrogé par rapport à l'établissement des cartes nationales d'identité. Et le gouvernement même a dit qu'il mettra tout en œuvre pour que chaque Burkinabé, en tout cas vivant à l'extérieur, en tout cas la majorité, puisse avoir leur carte nationale d'identité. Et pour avoir la carte nationale d'identité, il y a les ambassades. Et en ce moment, il y a les ambassades. On peut se référer justement à cette carte consulaire. Personne n'a encore dit quels sont les papiers à fournir pour obtenir la carte nationale d'identité pour un Burkinabé vivant à l'étranger. Voilà, c'est tout. C'est date de naissance.
C'est clair, Zebo Moussa, c'est pas compliqué. Non, c'est pas ce qui est écrit dans le texte. Non, mais c'est pourquoi je vous dis de sortir les textes. Je dis c'est pas ce qui est écrit dans nos textes. Ce que le ministre a exposé devant nous. Vous étiez là. Et ce que nous avons fait, si prenez les réponses. Non, si ce n'est pas ce qui est écrit dans les textes, passez au moins ce qui est écrit que vous avez au journaliste. Il va le lire et tout le monde sera témoin. Non, moi je n'ai pas besoin de mettre ces documents à la disposition. Non, je parle du passage. Je parle du passage. Non, j'ai cité des au journaliste, il le lira et tout le monde sera témoin. Oui, moi j'ai cité des documents qui sont demandés et vous savez très bien que c'est un extrait. Non, depuis vous n'avez pas cité les documents, vous avez cité les conditions, vous avez donné des prétendues conditions. J'ai bien suivi. Hein. Il a parlé de certificat de naissance, d'un certificat de résidence, d'un certificat de nationalité. De nationalité, vous ne connaissez pas des pièces, ça? C'est des conditions, ça? Bon. Bien, nous allons avancer. Hier, le ministre de la Sécurité, qui était notre invité sur le plateau de 19h30, a dit que pour que ces Burkinabés-là, qui sont dans les pays étrangers, puissent avoir les cartes nationales d'identité, l'ONU allait être déployée dans ces pays-là pour que ces Burkinabés-là puissent avoir facilement les cartes nationales d'identité. Le problème est donc réglé, Zebo Moussa. Si les équipes de l'ONU arrivent à se déployer dans ces pays étrangers pour permettre à ces ressortissants-là d'établir les cartes nationales d'identité, il n'y a pas de problème que ces Burkinabés ne puissent pas voter en 2020. Ça, c'est entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Vous ne faites pas confiance à la parole du ministre de la Sécurité? Nous, là où nous sommes là, nous le disons tout net, nous n'avons pas confiance à ce gouvernement-là. Nous le disons clair et net. Nous n'avons pas confiance. Mais est-ce que vous nous n'avons pas confiance? Est-ce que les Burkinabés de l'extérieur vous ont dit qu'ils n'ont pas confiance? Mais nous disons que nous n'avons pas confiance. Il ne faut pas vous prononcer à leur place, s'il vous plaît. Nous parlons en tant que parti de l'opposition. Donc vous avez tout dit. Vous parlez en tant que parti de l'opposition. Nous parlons en tant qu'opposition, ça c'est un. Et de deux, nous parlons en tant que citoyens burkinabés. Alors donc vous estimez que les Burkinabés vivant à l'extérieur ne pourront peut-être pas avoir tous les cartes nationales d'identité pour leur permettre de participer au vote? C'est pas évident. C'est pas du tout évident. Nous n'avons vraiment pas confiance en ce. Même si les équipes de l'ONU sont déployées dans ces pays-là? Nous ne croyons pas. Nous ne croyons pas et nous attendons de voir. Vous aurez peut-être le temps de vérifier, peut-être d'attirer l'attention du gouvernement. C'est ce que je disais tantôt à quelqu'un. Lorsqu'on nous dit non, c'est une fuite en avant, attendez de voir. Si nous devons attendre, être mis devant des faits accomplis, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Mais au lieu de vous cristalliser sur la carte consulaire, étant donné que la loi est déjà votée, pourquoi vous ne mettez pas déjà la pression sur le gouvernement afin que les équipes de l'ONU, qu'il y ait un chronogramme clair pour permettre à l'ONU d'aller sur le terrain? En début d'émission, nous ne nous focalisons pas sur ces seuls éléments. Il y a les lieux de votation. Justement. Voilà, il y a les lieux de votation. Et il y a un troisième système que nous incriminons. Puisque c'est vrai qu'on a passé tout le temps sur la carte consulaire, les lieux de votation. Je vous prends comme un exemple. Avant-hier à côté, le Mali a voté chez nous au Burkina Faso. Avec 8000 électeurs, ils avaient 30 bureaux de vote. Pour le cas du Burkina, par exemple, le pays voisin que je connais le mieux, on a à la limite 4 bureaux de vote pour combien de milliers de Burkinabés. Ça veut dire que si ces Burkinabés-là doivent aller dans l'enceinte de l'ambassade et des consulats pour voter, eh bien, une semaine, les Burkinabés n'auront pas fini de voter en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit. 6h à 18h, c'est pas techniquement, ce n'est même pas possible. Lorsqu'on sait que c'est 500 personnes par bureau de vote. 500 personnes par bureau de vote, vous voyez l'enceinte de l'ambassade, même si on veut installer. Et il y a techniquement un autre problème qui se pose. Quelqu'un qui est à 400, 300 km de l'ambassade, il fait comment? Il doit se déplacer, venir à quel moment pouvoir exercer ce droit de vote? Moi, je pense que la tendance, si on veut une pleine participation de nos compatriotes à l'étranger, c'est de faire en sorte que l'électeur ne soit pas loin de son lieu de vote. C'est en cela qu'on aurait. Le TAC qui a été signé, cela prouve qu'on a une bonne amitié avec, j'allais dire, la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le Mali a fait? Le ministre l'a dit devant nous tous.
le Mali a adressé une correspondance aux autorités burkinabées pour leur demander de leur disponibiliser des espaces libres, des espaces publics et de les accompagner en matière de sécurisation, ce qui a été accepté et fait. Les Maliens ont voté, on n'a pas entendu de bruit, il n'y a pas eu d'irrégularité. Qu'est-ce qui empêcherait le gouvernement burkinabé de la même manière à adresser une correspondance à leurs pays frères pour leur demander, voilà techniquement, nous ne pouvons pas tenir nos élections dans l'enceinte de l'ambassade. Nous demandons que vous nous disponibilisez des espaces libres et que vous sécurisez ces lieux de vote. Joseph Sama, votre réponse sur la question? Oui, je vois que vraiment le débat est cristallisé sur le vote des Burkinabés en Côte d'Ivoire et nulle part ailleurs. Tout ce que nous... Peut-être parce que c'est en Côte d'Ivoire que se trouve le plus grand contingent de Burkinabés. C'est en Côte d'Ivoire que se trouve le plus grand contingent de Burkinabés. Je ne le nie pas. Mais il ne faut pas perdre de vue que c'est une première expérience que nous sommes en train de tenter. Nous sommes en train de tenter une première expérience et avec cette première expérience, nous n'allons pas quand même déballer toute une série de batteries pour le vote des Burkinabés à l'étranger. Est-ce qu'ils n'ont pas le droit, est-ce que les Burkinabés vivant à l'étranger n'ont pas le droit, eux aussi, de choisir le président de leur pays? Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas le droit. Ils ont bel et bien le droit. Et le président Roch même a fait cette promesse. Alors, ils ont émis le vœu. Je vous laisse parler. Si on déploie de grosses batteries pour que les Burkinabés vivant au Burkina puissent voter, on peut faire de même aussi pour que les Burkinabés vivant à l'étranger puissent voter. Ils ont les mêmes droits de choisir leur président. Non. Pourquoi choisir seulement deux endroits, le consulat et l'ambassade, comme bureau de vote, alors qu'il y a des milliers de personnes qui doivent voter? Non. On a dit pour cette première expérience, allons avec les ambassades et les consulats. Pour cette Même si ça peut empêcher des milliers de Burkinabés de voter? Non, qu'est-ce qui vous dit déjà que ça va empêcher des milliers de Burkinabés de voter? C'est par anticipation. Ça, c'est ce que l'honorable Zerbo dit. Oui. Mais attendons de voir. C'est un constat. On est tous unanimes. Non, vous savez, techniquement, nous connaissons à peu près le nombre de Burkinabés en Côte d'Ivoire et on sait à peu près combien de Burkinabés peuvent s'enrôler et vouloir prendre part à ces élections. Techniquement, nous disons, on ne peut pas confiner des électeurs dans un seul lieu. Et c'est pour cela que nous disons par anticipation au gouvernement, est-ce qu'il ne serait pas possible d'adresser une correspondance pour avoir des lieux publics sécurisés pour permettre au Burkina. Puisque nous n'allons pas sortir des milliards pour qu'une infime partie des Burkinabés puissent participer à ces élections. Nous voulons que le maximum de Burkinabés, pour la première fois de leur vie, étant à l'étranger, puissent jouir de ce droit qui leur est reconnu par notre Constitution. Donc pour nous, la nécessité, il y a une impérieuse nécessité de faire en sorte, aussi bien au niveau des documents et aussi bien au niveau des lieux de votation, pour leur permettre leur pleine participation. Moi, je pense que il y a une exclusion. Ce n'est pas une exclusion, mais nous partons un peu trop vite. Attendons de voir ce que l'enrôlement va donner. Nous allons sur la base de la loi. Oui, oui. On part sur la base de la loi. Mais c'est que lui, il dit aussi qu'il va voir comment les Burkinabés vont voter. Si c'est sur la base de la loi, il n'y a pas de problème. Mais la question qu'on pose ce soir, c'est est-ce que dans deux endroits seulement choisis comme bureau de vote, est-ce que cela va permettre à tous les Burkinabés vivant à l'étranger de pouvoir voter tranquillement? Pour des milliers de personnes, peut-être, qui devront prendre part au vote, leur donner seulement 2 bureaux de vote, est-ce que ce n'est pas limiter l'affluence dans ces bureaux de vote-là? Ce n'est pas 2 bureaux de vote. 2 lieux où on va installer des bureaux de vote. Déjà, en Côte d'Ivoire, il y a l'ambassade et il y a 3 consulats. Donc, ici, à l'ambassade, on peut ouvrir 3-4 bureaux de vote, même plus. Dans les consulats, on peut en faire autant. Donc, il ne faut pas penser que c'est vraiment 2 ou 3 bureaux de vote. On a dit dans les ambassades et dans les consulats, en fonction de l'enrôlement, on peut multiplier le nombre de bureaux de vote. Oui, mais l'ambassade aussi, c'est pas...
Bon, ça, je le concède. Mais aussi vaste qu'on le croit. La question pourquoi. Rien ne présage aussi une réalité, il faut que reconnaître. C'est 1 500 000 Burkinabés en Côte d'Ivoire qui iront voter. Soyons réalistes aussi. Quel problème ça pose si on choisit de nombreux bureaux de vote et qu'à la fin, il n'y a pas assez d'électeurs, ça pose quel problème? Je vous ai dit que c'est une première expérience. Je vous ai dit que c'est la première fois que nous faisons voter les Burkinabés à l'étranger. C'est une première expérience. Raison pour laquelle nous devons ratisser large. Et en plus, il ne faut pas oublier les problèmes de sécurité dont vous parlez. N'oubliez pas qu'à la même période, il y aura aussi des élections en Côte d'Ivoire. À la même période. Vous pensez que les Ivoiriens auront le temps de s'occuper de leurs élections et de s'occuper de nos élections? Mais c'est quand même pas le même jour. C'est pas le même jour. Bon. Dommage. C'est pas le même jour. Mais ça mobilise quand même. On ne mobilise pas les forces de sécurité en une journée. Hein. Il y a ça aussi, surtout pour les élections. Mais nous disons qu'il y a des accords de partenariat entre nous et ces pays amis. Comment est-ce que le Mali a pu s'arranger avec nous? Comment est-ce que la Guinée a pu s'arranger avec le Burkina? Et c'est le Burkina qui ne peut pas s'arranger avec les autres pays. Il y a véritablement... on n'a pas dit que nous disons tout simplement, s'il y a une volonté manifeste de ne pas permettre à nos compatriotes burkinabés de participer pleinement à ces élections à l'extérieur, qu'on nous le dise clairement. Et nous disons... Vous avez posé la question, oui. Vous avez posé une question, on va donner le temps de répondre. Est-ce que la majorité présidentielle, c'est la question, a peur que les Burkinabés vivant à l'extérieur participent au vote en 2020? Mais à quoi nous avons peur? Si on avait peur, on n'allait pas voter la loi. Nous n'avons pas du tout peur. Peur de quoi? C'est une promesse du président depuis et vraiment, il a tenu à réaliser sa promesse. Mais moi, je voulais vous dire une chose. Vous savez, en fin mars, début juin, il y a eu des élections en Côte d'Ivoire et dans les autres pays sur la désignation des délégués et au niveau des CSBE. Mais vous savez combien d'Ivoiriens ont participé, de Burkinabés en Côte d'Ivoire ont participé? Autour de 4000. Ils sont combien en Côte d'Ivoire? Mais cela n'est pas un argument, mais je vous dis que nous sommes en train de nous focaliser sur quelque chose, franchement, qui n'a pas sa raison d'être. Nous sommes à une première expérience. Ayons quand même raison garder ce courage de tenter cette expérience et voyons venir. Il y a des gens qui ont parlé du vote des Burkinabés et de l'étranger depuis belle lurette, mais ça n'a jamais été une réalité. Mais nous avons au moins eu le courage d'affronter ce vote des Burkinabés de l'étranger, bon, avec peut-être des imperfections, mais ayons le courage quand même d'affronter cette réalité pour voir venir les choses et rectifier. Mais vous savez, en fait, vous avez dit tout à l'heure que vous allez me faire voir un film ou un quoi sur les cris de cœur des Burkinabés de l'étranger. Mais ce cri de cœur-là, mais à l'intérieur même, il y a des cris de cœur aussi. Nous n'ignorons pas cela. Alors, nous parlons du vote de Burkinabés de l'étranger. Sinon, si nous devons parler du vote de Burkinabés de façon générale, je pense que nous n'ignorons pas les problèmes que nous avons ici. On fait comme si ce sont les Burkinabés de l'étranger qui vont venir élire le président à la place des Burkinabés de l'intérieur. Je voulais juste apporter une précision, là où il m'a interrompu. Je dis, si le pouvoir en place avait réalisé que le vote des Burkinabés de l'extérieur, je dis, entre griffes, allait leur être favorable, je vous assure qu'ils pourraient même dire que même les feuilles des arbres là pourront servir comme pièce de votation. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Parler aux feuilles, je ne sais pas si vous avez l'habitude de parler aux feuilles. Vous avez n'importe quel document. Mais c'est parce que justement vous avez cette crainte et vous avez cette peur-là que vous êtes en train de faire des restrictions. On vous connaît. C'est-à-dire on vous connaît. Zebo Moussa, qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que le pouvoir a peur que les Burkinabés de l'étranger participent au vote en 2020? Quels sont vos arguments qui vous permettent d'avancer cette... Oui, puisque jusqu'à preuve du contraire, ils ne sont pas arrivés à nous convaincre.
ils ne sont pas arrivés à nous montrer la véracité de ce qu'ils disent. Nous voulons avoir des preuves qu'ils nous disent. Ils vous parlent des problèmes de logistique, des problèmes de logistique, on leur a donné la piste, la voie à suivre. Nous avons dit, nous pouvons aller sur la base du partenariat et de ces traités d'amitié qu'il y a entre nous et la Côte d'Ivoire. Si les autres pays le font avec nous, je insiste, est-ce que nous sommes incompétents pour pouvoir négocier avec nos pays voisins pour qu'ils nous disponibilisent des lieux publics pour qu'on puisse voter? Vous n'allez pas me dire cela. Si tel est le cas, vraiment, dites-nous votre incompétence et on va noter et puis on circule. C'est aussi simple que ça. Si vous ne pouvez même pas négocier avec un pays voisin pour obtenir des faveurs, on peut négocier pour d'autres choses. Dites-le nous, franchement. Sinon, nous ne comprenons pas. Donc, autre élément que je vais dire, il ne faudrait pas qu'on passe ça sous silence. Vous savez que la révision périodique de la liste, là, on en avait parlé. Parce que c'est le troisième élément on va y arriver. Okay. Je voudrais qu'on insiste un peu sur le vote des Burkinabés vivant à l'extérieur. Parce que le débat revient incessamment, où on entend dire que le pouvoir en place a peur que les Burkinabés vivant à l'extérieur participent à l'élection en 2020. Quelles sont les raisons objectives qui font qu'une grande partie de l'opposition a ce sentiment-là? Est-ce qu'il y a eu un sondage qui montre que, par exemple, en Côte d'Ivoire, où il y a des milliers de Burkinabés, les Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire vont largement voter contre le pouvoir en place? Quelles sont les raisons objectives qui vous font penser ça? Non, en fait, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'explication plausible de leur part quant à cette prise de décision de façon unilatérale. Nous le disons, il faut qu'ils arrivent à expliquer au peuple burkinabé et regarder droit dans les yeux de la diaspora pour leur dire. Mais quelles sont les raisons qui vous font dire que nous avons peur? Les raisons qui nous font dire pourquoi vous ne laissez pas les Burkinabés de l'étranger voter avec leurs cartes consulaires biométriques. Pourquoi vous ne multipliez pas les bureaux de vote à l'extérieur? C'est autant de questions que nous nous posons. Votre peur et votre crainte là, c'est où? Puisque tout ce que vous nous avez servi jusque-là, ça ne tient pas debout. Ou bien, sous d'autres tropiques, nous constatons que, en réalité, c'est l'opposition très souvent qui a peur de certaines mascarades, de certaines fraudes. Mais je crois que dans l'exposé des motifs et des débats que nous avons eus, il a été question de ne pas permettre à ce qu'il y ait des fraudes sur la base de ces cartes consulaires parce que tout le monde il n'est pas démontré que tout le monde est burkinabé. Nous sommes surpris parce qu'en réalité, si le géant que vous êtes, vous avez des pieds solides, vous ne devrez pas craindre cela. Ou bien le géant, il est aux pieds d'argile, qu'il nous dise clairement. Allez-y, ce n'est pas sur la base de ce que vous venez de dire. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Il faut quand même prendre l'élection du président au sérieux. C'est quand même le président de tous les Burkinabés. Toutes les élections doivent être prises au sérieux. Oui, mais toutes les élections. Non, je parle des élections où les Burkinabés de l'étranger vont voter. Mais si vous voulez quand même élire le président du Faso, quand même, il faut faire un minimum, il faut prouver un minimum de patriotisme. En venant se faire une carte nationale d'identité. En se faisant établir en excluant ceux de l'extérieur. D'identité burkinabé. C'est le minimum. Non, si c'est en excluant ceux de l'extérieur sur cette base-là. Et vous estimez que 2 ans, c'est largement suffisant pour que... Vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure que 2 ans, c'était largement suffisant. Bon, Moussa, 2 ans, ça suffit? Bon, il ne dira jamais que ça suffit. Mais ce n'est pas moi qui le dis. Même la CENI vous dira. Même la CENI qui est chargée de la phase opérationnelle de ces élections vous dira. Puisque la CENI a dit que pour qu'ils soient prêts en 2020, il aurait fallu qu'ils démarrent les processus depuis mars. Depuis le mois de mars. On est en juillet. Et même pas, ils n'auront même pas la chance de commencer en 2018, ni en 2019. On les impose de commencer l'opérationnalisation le 1er janvier 2020. On ne sait pas quel type d'élection on est en train de vouloir organiser, mais on est là, on regarde. Nous, on vous observe. Si vous voulez vraiment une pleine participation. L'autre élément, vous le mentionnez, c'est la révision de la liste électorale qui devrait se faire par vous voyez, un mécanisme. Par un mécanisme vraiment électronique. Voilà des gens qui nous disent, asseyez-vous chez vous, il y a une machine qui est là, au niveau de l'ONI. La CENI va aller demander périodiquement, en fin d'année, à l'ONI
quels sont les gens qui sont en âge de voter, et il les reverse, et il s'asseye avec un texto, un message, on envoie un message. Monsieur, vous êtes en âge de voter, souhaiterez-vous prendre part au vote, ou est-ce que vous souhaitez voter? Lorsqu'on sait combien de Burkinabés ont des téléphones, avec un réseau, des réseaux téléphoniques qui, à la limite, nous lâchent même en plein centre, n'allez pas demander à ceux qui sont dans les villages reculés. Et encore, l'analphabétisme, qu'est-ce que vous en faites? Envoyez un message à un bonhomme qui est assis dans son champ pour lui dire que non, tu es en âge de voter. Est-ce que tu souhaiterais voter ou est-ce que tu souhaiterais voter? Moi, je pense que techniquement, ce n'est pas possible. Je pense que cette question, oui, ça ne tient pas. Nous, c'est une porte ouverte à une mascarade. Cette question ne m'est pas adressée parce que je ne suis pas de la CENI. Je ne vais pas participer à la révision des listes électorales. Mais elle fait partie de la loi. Oui, ça fait partie de la loi. Oui, mais la façon dont il parle, c'est comme s'il me l'adresse directement. Non. Oui, mais parce que vous avez voté cette loi qui dit que maintenant la révision de la liste électorale va se faire par une méthode électronique. Pourquoi ne pas emprunter la bonne vieille méthode des agents électoraux qu'on envoie sur le terrain pour aller enregistrer les électeurs? C'est partie de la loi, vous êtes de la majorité, vous avez voté la loi, vous devez avoir une explication. Pourquoi ne pas utiliser les bonnes vieilles méthodes, par exemple? Il faut toujours tenter. Et il faut toujours aller vers l'expérience. Et ça, je pense que, comme je vous ai dit, c'est une première expérience que nous allons tenter. Dans cette façon, on ne parle plus des Burkinabés vivants. Non, on parle du vote en général. On parle de façon globale. L'enrôlement. Même l'enrôlement de façon globale, c'est une nouvelle expérience qu'il faut expliquer. Il ne faut pas quand même rester aussi dans les vieilles méthodes. Nous sommes aujourd'hui quand même à l'ère des TIC. Et il faut quand même prendre les bonnes parties des TIC et laisser les mauvaises parties. La question que Zerbo Moussa pose, c'est que cette nouvelle expérience comporte des risques de fraude, de falsification. Mais est-ce qu'il y a une méthode? Il n'y a jamais de risque zéro. Ça, je crois qu'il n'y a pas de risque zéro. Donc, vous acceptez que nous acceptons ça, c'est la porte ouverte. Il n'y a pas de risque zéro. C'est une porte ouverte à une mascarade. Ça, c'est selon vous. Oui, puisque c'est assez clair. Vous dites, et combien de personnes savent lire les SMS? Combien de personnes ont des téléphones? Je prends le vieux Moussi assis derrière Ouaïguia ou derrière Koudougou. Il est assis là-bas tout bonnement dans son champ. Lui, il n'attend qu'on l'appelle, on lui a montré sur son téléphone où il doit prendre l'appel, où il doit raccrocher. Il ne sait même pas composer. Tu vas lui envoyer un texto pour lui dire que non, voilà, tu es en âge de voter. Peut-être qu'il n'a même pas de téléphone. Peut-être qu'il n'a même pas de téléphone. Voilà. Tu lui envoies un message. Je vous accompagne. Oui, il faut m'accompagner parce que c'est une triste réalité. Donc, c'est pour dire c'est une méthode qui n'est pas du tout bonne. Et l'opposition ne l'accepte pas et nous n'allons pas l'accepter. Joseph Sama, est-ce qu'avec cette méthode et tous ces arguments que Zerbo Moussa vient d'apporter, est-ce que cela ne fait pas dire que la majorité est en train de préparer une élection taillée sur mesure? Non. En quoi l'élection est taillée sur mesure? Une élection ne peut pas... À partir de là, quand même, on ne peut pas parler d'élection taillée sur mesure. L'ONU, quand même, c'est sur des bases fiables. Et la question a été posée au ministre pendant les travaux en commission. On ne peut pas falsifier les données de l'ONU. Il est là, il peut le témoigner. Donc, en quoi on est en train de préparer une fraude massive? Est-ce que vous avez eu des garanties? Est-ce que vous avez des garanties de la part du ministre que cette méthode-là comporte peu de risques de falsification? Vous savez qu'il ne peut même pas tenter de nous convaincre sur ça. Lui-même, en 10 ans, il voit les limites objectives de cette méthode. Il y a ça d'un et de deux. Nous ne mettons pas en doute l'ONU. Il faut qu'on soit précis. L'ONU est sous la tutelle d'un ministère. Nous sommes d'accord. Maintenant, nous parlons des usagers. L'utilisation qu'on peut en faire, pas des usagers, mais pas les données, la fiabilité des données de l'ONU. Nous ne doutons pas de cela. Mais nous disons que c'est un appareil, dans tous les cas, qui est entre les mains d'un pouvoir qui est là, qui compte par tous les moyens se faire réélire. Et la preuve en est qu'on a un président candidat déclaré.
Un président candidat déclaré, qu'est-ce que vous voulez? Il est en campagne. Le vôtre n'est pas Il est en campagne. Même s'il est en campagne, mais lui n'est pas candidat déclaré. Le parti ne l'a pas investi. Par contre, votre candidat, lui, il s'est autoproclamé et il s'est auto-investi. Il n'a pas encore été investi non plus. Non, mais lui, j'ai dit, il s'est auto. J'ai bien dit. Préciser, écoutez ce que j'ai dit. Il a dit précisément qu'il était candidat. Il s'est proposé pour être candidat. C'est quoi? C'est pas une autoproclamation? J'ai dit, c'est pas une autoproclamation. Il n'est pas. J'ai dit, ce n'est pas une autoproclamation, ça. Est-ce qu'au niveau du MPP, vous avez des assemblées générales pour pouvoir investir vos candidats? Ce n'est pas encore le cas pour le moment. Bien sûr. Nous sommes un parti organisé. Voilà. Ne nous demandez pas de croiser les bras, attendre parce que c'est une expérience. On va voir. Mais attendez. On se retrouve en 2020. Zebo Moussa, la loi a été votée, elle a été adoptée, elle a suivi tout le processus démocratique jusqu'à son adoption. Vous venez de relever 3 éléments qui font que vous n'êtes pas d'accord avec cette loi. Elle a été adoptée. On ne peut plus faire marche arrière. Quelles sont les actions que l'opposition entend mener pour se faire entendre et se faire comprendre? Je dis qu'on peut faire marche arrière et il y a de fortes chances même qu'on fasse marche arrière. Je suis sûr que l'honorable Sama ici présent et moi, nous allons aller nous asseoir encore sur cette loi-là parce que nous n'allons pas croiser les bras. Quelles sont les options de l'opposition? De toute façon, des voix plus autorisées que la mienne viendront vous le dire. Ce qui est sûr, au niveau du chef de file de l'opposition, il y a des actions à mener les jours, heures à venir. Mais il y a des voix plus autorisées que la mienne. On a entendu que l'opposition comptait retirer ses commissaires qui la représentent à la CENI. Est-ce que c'est cette action-là que vous parlez? Je ne présage rien. J'ai dit le moment venu, on avisera. Je ne suis pas le chef de file de l'opposition. Je ne suis pas président de parti. Je ne suis qu'un député de mon parti à l'Assemblée nationale et je vous informe tout simplement que les jours à venir, des voix plus autorisées que la mienne s'adresseront à vous par les canaux les plus appropriés pour pouvoir vous dire les actions qui seront menées. Il ne me revient pas de... Alors cette question vous revient à vous deux. Vous savez qu'une échéance électorale est très importante, surtout quand elle est présidentielle. C'est pour choisir le président de la République. Et choisir le président de la République, c'est aussi choisir le destin de tout un peuple, de toute une population. Le processus électoral n'est-il pas en train d'aller tout droit vers un blocage? Quand chaque camp que nous venons d'écouter ce soir campe sur sa position, ne faut-il pas faire un effort pour aller vers un consensus afin d'aller à des élections apaisées? C'est le souhait le plus ardent que nous voulons. C'est notre souhait, personne. Comme nous l'avons dit, et je reprends les mots exactement du chef de file de l'opposition. Vous avez remarqué que depuis que ce pouvoir est en place, l'opposition ne s'est contentée que de faire des déclarations, des condamnations, parce que nous avons un seul souci, que nous puissions conduire ce pays-là dans la quiétude, dans l'entente et la concorde. Maintenant, si nous arrivons à une phase où on ne veut pas faire de concessions, on pense qu'on va faire un forcing. Là maintenant, nous sommes obligés de réviser notre stratégie qui ne consistera plus à dénoncer, à condamner. Joseph Sama, est-ce que l'option du consensus reste encore sur la table au niveau de la majorité? Bon, moi je dis et je répète ce que j'ai déjà dit. Je dis que vraiment, ce débat, il ne fait pas honneur. Il ne fait pas honneur aux partis politiques. En réalité, le vote des Burkinabés de l'extérieur, c'est quelque chose que nous avons tous souhaité et voulu. Maintenant, il faut se dire que le vote des Burkinabés de l'extérieur ne peut pas se faire de manière perfectible du premier coup. Toute action est perfectible. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ce n'est même pas évident que les Burkinabés qui nous suivent de l'extérieur soient vraiment fiers des débats qui se mènent actuellement autour de leur futur vote. Ce n'est pas évident. Et comme lui, il dit qu'il a entendu. Moi, quelqu'un aussi a dit ce matin
que les Burkinabés au Burkina sont en train de mener la lutte à notre place. En fait, on est en train de mener la lutte à leur place. Et ils ne sont pas certainement fiers de cela. Moi, je pense que nous leur avons donné l'occasion de voter. Peut-être que c'est à parfaire, mais prenons ça, allons et voyons ce que ça va donner. Moi, je pense que c'est ce que je peux dire. Mais ne passionnons pas les débats sur le vote des Burkinabés. Si je peux me permettre, je dirais tout simplement, s'il y a quelque chose qui puisse faire déshonneur, c'est la manière dont on est en train de traiter leur situation. En les traitant tantôt de non-burkinabés, en les traitant tantôt de pièces qui ne soient reconnues que dans les pays étrangers, en les traitant, à la limite, c'est comme si on leur donnait quelque chose de la main droite et on veut récupérer de la main gauche. Moi, je n'ai pas traité je n'ai pas traité un détenteur de carte consulaire de non-burkinabé. J'ai dit que la carte consulaire n'est pas suffisante pour prouver la nationalité. Mais je n'ai pas dit qu'un détenteur de carte consulaire n'est pas burkinabé. Il ne faut pas... Vous avez l'habitude de transformer les mots. Honorable Sama, je ne parle pas... J'ai dit ici, il ne faut pas personnaliser le débat. Non, il ne faut pas personnaliser les propos. Ce que je dis ici, j'ai fait allusion à des propos de ministres. J'ai même cité un ministre qui est passé ici hier. C'est l'ensemble de ces débats-là. Quand je dis le vous là, sincèrement, ce n'est pas adressé à vous. Je dis tout simplement, la question qui est posée, le ministre Siméon l'a dit devant nous tous. Lorsqu'il a pris l'exemple, c'est devant, on a revu l'élément. Où on dit, un connaît, rien ne nous dit que c'est un Burkinabé, un Traoré, ainsi de suite. Rien ne dit que c'est un Burkinabé. Voilà, mais maintenant, rien ne dit aussi que c'est pas un Burkinabé. Voilà, justement, je dis, c'est ça qui fait déshonneur à nos compatriotes de l'étranger. Lorsque je suis Ouattara, je possède une carte consulaire biométrique et qu'on vienne douter parce que je suis Ouattara, je pense que c'est ça qui ne nous honore pas. On est fiers de se dire qu'on appartient à un pays. Trouver d'autres arguments. On est fiers de dire... trouver d'autres arguments, mais pas ceci-là. Trouver d'autres arguments, mais pas ceci. Oui, nous disons nous pensons... J'ai bien dit que nous reconnaissons la carte consulaire. Donc, trouver d'autres arguments, s'il vous plaît. Donc, intégrer la carte consulaire comme pièce de votation. C'est tout ce qu'on vous demande. Mais tout le monde n'a pas la carte consulaire biométrique. Mais on peut régulariser maintenant les 5000 cartes là, régulariser. Ah bon, c'est facile à dire. Mais, et les CNIB, ça c'est facile à faire. C'est facile à dire. Établir les CNIB et régulariser 5000 cartes consulaires, qu'est-ce qui est plus simple? Nous, on préfère faire beaucoup de CNIB, y compris à l'extérieur qu'à l'intérieur du Burkina. Voilà. Non, mais moi je pense que c'est ce qui est fastidieux. Mais ça, ça a beaucoup plus d'intérêt pour nous. Ok. Pour nous et pour vous. Bon, si vous le dites. Bien, voilà. Je pense que c'est sur ces échanges que nous allons nous arrêter ce soir. On comprend que le débat est passionnant parce qu'une élection présidentielle, c'est pas chaque année, c'est chaque 5 ans pour le Burkina Faso et que choisir son président, choisir le président d'un pays, c'est choisir la destinée de plusieurs millions de personnes. Et donc, c'est un élément très, très, très important. C'est pourquoi le débat autour de ce code électoral est passionné et nous attendons de voir dans les prochains jours, comme vous l'avez dit, les actions que l'opposition entend mener pour revenir sur cette loi. Et nous observerons aussi la position de la majorité. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête ce débat. Merci de nous avoir suivis et restez sur la télévision BF1 pour d'autres débats à venir. Merci de votre fidélité.